Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. On va débuter. Les personnes rejoindront au fur et à mesure de la présentation. Donc, je vais juste m'occuper de l'introduction. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour vous faire une présentation de la partie qualité dans la gestion de production. Et pour ce faire, je suis accompagné de Grégory Barbolini, qui est consultant qui déploie nos projets de gestion de production chez nos clients et donc qui maîtrise parfaitement l'outil Sage 100 gestion de production. Avant de rentrer dans l'outil, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je me permets une introduction qui ne dépassera pas les 5 minutes pour qu'on rentre dans le vif du sujet, ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Mais nous, on est Yad Informatique. Yad Informatique, nous sommes intégrateurs Sage, spécialisés dans la ligne 100 et spécialisés dans le monde de l'industrie, notamment via le déploiement du module de gestion de production. Donc on essaie de faire en sorte que votre système d'information soit un levier de croissance. Et pour ce faire, on vous accompagne via des conseils métiers qu'on met au détriment de vos usages dans le paramétrage de logiciels pour que vous puissiez produire et suivre toute votre activité dans votre logiciel Sage 100. Rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, 27 ans d'existence et d'expérience sur Sage 100, une équipe de 16 collaborateurs, donc structure à taille humaine. On aime être proche de nos clients et les accompagner dans leurs évolutions et leur croissance. Et on compte à peu près plus de 500 projets réussis. On mène environ 2 nouveaux projets ou nouvelles migrations sur Sage 100 par mois. Donc aujourd'hui, on est expert dans le domaine Sage et on n'a plus peur de le dire. Et on est basé en région lyonnaise, même si on se déplace dans toute la France. Pour la gestion de production, puisqu'on a une ressource rare aujourd'hui en termes de consulting sur la gestion de production, qui n'est pas vraiment le cas pour beaucoup de prestataires et intégrateurs Sage. Juste pour que vous compreniez bien ce qu'on fait nous chez Yad Informatique, comme je vous l'ai dit, on pilote votre activité avec Sage, mais pour que vous soyez conscient, des fois c'est intéressant de savoir qu'on est aussi un prestataire informatique. Donc on gère chez nos clients tout ce qui est renouvellement de serveurs, mise à disposition de PC. Nous sommes partenaires Microsoft, donc on gère les licences Microsoft chez nos clients ainsi que les sauvegardes de données et tout ce qui va toucher à l'informatique d'entreprise. Et pourquoi je vous dis ça? Puisqu'on a aussi une autre business unit chez nous sur la partie développeur et on crée des applications qu'on vient connecter à Sage. Comme je vous l'ai dit, 27 ans qu'on fait du Sage, donc 27 ans qu'on profite de la puissance de l'éditeur, mais qu'on se rend aussi compte de certaines limites métiers puisque chaque entreprise est différente. Chaque entreprise est différente et a des process métiers différents à utiliser. Et du coup, nous, on vient personnaliser ce que Sage sait faire pour que ça colle parfaitement à votre activité. Donc le but, comme on le dit, c'est d'unifier ces 3 mondes pour que vous ayez un interlocuteur qui vous accompagne dans votre croissance et dans votre montée en puissance avec les logiciels et les outils informatiques. Pour être ultra concret, dernière slide et on passe sur la phase de démonstration. Nous aujourd'hui, vous voyez sur cette slide qu'en haut, c'est tout ce que Sage sait faire, c'est-à-dire de la gestion de production, de la comptabilité, de la dématérialisation de factures. D'ailleurs, en termes de facturation électronique, si vous avez des sujets, on peut aussi vous accompagner sur cette partie-là, puisque en septembre, encore une fois, dernière échéance pour se mettre en conformité sur la réception des factures. De la CRM pour augmenter vos ventes avec vos commerciaux, de la paye, du BI dans Excel, des logiciels de recouvrement de créances qui vont permettre de récupérer 50% de votre encours client. Donc pareil, si c'est un sujet, n'hésitez pas à nous faire le savoir, on pourra automatiser vos relances, tout ça dans Sage. Donc en blanc, tous les outils Sage qu'on maîtrise aujourd'hui et qu'on déploie chez nos clients. Et en bleu, les applications qu'on a pu nous développer et qu'on déploie encore une fois chez nos clients pour les faire gagner en productivité. Je vous cite 2 exemples qui ont du sens dans les industries. Le premier, c'est Scaniad qui permet de déporter Sage sur un terminal mobile et de faire du scan de code barre en entrée de stock, sortie de stock, virement de stock de dépôt à dépôt, de faire de la préparation de commandes, de la préparation de livraison dans les ateliers avec Sage sur un terminal mobile et ne pas avoir besoin de venir le ressaisir sur son PC, ce qui a été le cas chez beaucoup de nos clients pendant longtemps. Donc ça a vraiment gain de productivité, on diminue les risques d'erreur, on gagne du temps en ressaisie et on rend Sage mobile, ce qui n'est pas le cas quand on est en version locale. Module Pasiad qui permet de connecter Sage à votre site
e-commerce, de vente en ligne, ce qui va vous permettre tout simplement de ne plus avoir à ressaisir les commandes, des stocks, mettre à disposition de vos fournisseurs une plateforme de commande où ils vont retrouver leurs tarifs, leurs anciennes commandes pour qu'ils puissent vous commander des produits le soir et aussi le week-end quand vous ne serez pas disponible ou le commercial ne sera pas disponible pour prendre une commande. Et le dernier qui présente l'intérêt, si vous connaissez Sage et vous utilisez souvent Tooliad, c'est notre petite boîte à outils qui permet de faire des imports en masse de données dans Sage, de déconnecter des utilisateurs proprement s'ils sont connectés pendant que vous faites vos opérations et du coup de déployer des API entre certains logiciels métiers et votre logiciel Sage. Ce qui est important là-dedans, c'est que vous compreniez que chez Yad, on façonne Sage pour qu'il vous corresponde et pour que vous puissiez l'utiliser et que ce soit pertinent pour vous au quotidien. Et donc, dans cette dynamique, Grégory va prendre la main pour présenter le module de qualité qui, lui, est directement intégré à Sage 100 gestion de production pour vous montrer et vous présenter comment gérer sa qualité de sa production dans Sage 100 GPAO. Merci pour votre écoute, je passe la main à Grégory. Qu'on puisse aller balayer en tout cas dans l'outil des exemples concrets, alors qui, j'ai envie de dire, c'est une liste non exhaustive, mais ça nous permet d'avoir déjà 4 cas métiers de la façon dont on peut servir de la gestion de la qualité à travers cet outil donc de gestion de production. Donc dans ce que l'on va aborder, et à travers ces 4 points, on va parler de tout ce qui peut être à travers donc la mise en place d'un système de management de la qualité, ce qui va partir, j'ai envie de dire, simplement d'un autocontrôle, quand vous êtes en train de passer par des étapes progressives de production, donc fonction des gammes opératoires que vous pouvez définir dans l'outil. C'est comment déjà on peut mettre en place certains jalons qui, opération après opération, nous permettent de dire là, j'ai fait, alors selon vos secteurs d'activité, j'ai pu faire de l'usinage, de l'ébavurage, j'ai pu faire du montage, de l'assemblage, j'ai pu faire du mélange, peu importe. J'ai besoin de mettre en place un peu comme un checkpoint qui dit, là, vis-à-vis d'un critère métier que je devais valider, ce critère-là, il est bien rempli. Ce ou ces critères, d'ailleurs, on va le voir dans quelques exemples. Et donc ça permet de déjà mettre en place au niveau des opérateurs de production, au niveau de l'atelier, au niveau d'un responsable de prod, le fait de dire, là, j'ai bien validé quelque part ce critère et quelque part, j'autorise la poursuite du processus de ma production. On va voir également, dans un deuxième niveau, et vous allez voir qu'on rentre de plus en plus dans le détail, comment est-ce qu'on peut mettre en place des certificats de conformité, comment est-ce qu'on peut mettre en place des bulletins d'analyse, là encore, selon les secteurs d'activité dans lesquels vous opérez, on peut avoir une terminologie qui est légèrement différente, mais c'est de la même chose dont on va parler quelque part. C'est de dire, moi, en fin de production, j'ai besoin de certifier conforme, voire même pourquoi pas d'envoyer un CCPU en fin de production à mon client final. Et pour ça, par quelle étape je peux passer par ce qu'on va appeler une méthodologie de gamme de contrôle qualité, d'avoir des points de contrôle qui sont en conformité et d'éditer un aspect documentaire de la chose. La mise en place d'un processus d'amélioration continue à travers donc ce qu'on va appeler les dossiers de non-conformité. Et puis le dernier point, ce sera le fait de dire tout ce que l'on met en place a vocation à être exploité, notamment dans une approche opérationnelle, lorsque vous pouvez être concerné, que ce soit au niveau de vos clients finaux, que ce soit au niveau d'un auditeur, que ce soit affilié à FNOR ou autre, par de la restitution de données, notamment parce que vous avez besoin d'être en conformité avec une norme ISO. Donc comment est-ce que, à travers ces infos-là que vous allez capter, on peut restituer des documents, et je vous montrerai 2 exemples à travers les bulletins d'analyse, voire les cartes de contrôle, de la façon dont on peut communiquer, restituer l'information à votre auditeur, donc je le redis, un client interne ou bien auditeur externe, vis-à-vis donc de ces données de la qualité. Je passe rapidement sur les slides parce que l'objectif c'est que éventuellement on vous mette à disposition de toute façon ce support pour que vous gardiez une trace de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Donc je passe rapidement ces captures d'écran puisque ce sera ce qu'on vous mettra à disposition. Mais dans l'idée, à travers ce que j'ai appelé ces 4 points cardinaux, donc dans ce qu'on va voir directement dans l'outil, on retrouvera, de toute façon, on va s'appuyer sur la notion déjà de gamme opératoire pour notre premier point, à savoir la détermination donc d'un autocontrôle dans le processus de production.
et en disant pour chacun de ces points de contrôle, comment est-ce que je peux utiliser ce que l'on appellera des marqueurs de production, à savoir c'est un go-no-go. Oui, j'ai une étape dans mon exemple ici d'extraction, mais pour valider définitivement cette étape d'extraction, je dois indiquer quelle a été la durée réelle de l'extraction. On a un autre exemple au niveau de l'OP40, c'est-à-dire oui, je fais de la décontamination, mais je dois m'assurer que et ma température et ma durée d'opération ont également été bien respectées pour que je puisse passer à la suite de mon processus industriel. Dans le deuxième point cardinal, on va mettre en place donc de la certification de production à travers ce coup-ci non plus les gammes opératoires mais les gammes de contrôle qualité, en disant dans cette gamme de contrôle qualité, je vais avoir mes points de contrôle qui vont se numéroter de manière analogue à des opérations de production, et on verra dans le détail comment est-ce qu'on peut les structurer. Là, on a des exemples classiques, notamment si vous travaillez dans l'industrie agroalimentaire, la cosmétique, la pharma ou autre, à savoir un relevé de pH, un relevé en termes de pourcentage de matière sèche, d'aspect de couleur, d'acide citrique, etc. Donc, on verra comment est-ce qu'on peut structurer ces points-là et comment est-ce qu'on peut s'en servir a posteriori pour éditer ce que moi je vais appeler dans cet exemple-là un bulletin d'analyse. Au niveau du troisième point, donc c'est comment est-ce qu'on peut structurer un dossier de non-conformité le cas échéant, c'est-à-dire que ma gamme de contrôle qualité a pu faire apparaître une non-conformité sur tout ou partie de mes points de contrôle. À ce moment-là, comment est-ce qu'on peut engager automatiquement, si nécessaire, un dossier de non-conformité, comment ce dossier va se structurer derrière. Et enfin, c'est sur quel type d'éléments documentaires on va pouvoir s'appuyer, que ce soit par rapport donc à un client, que ce soit par rapport à un auditeur, que ce soit également par rapport à des processus d'amélioration continue en interne, sur le fait de dire, là j'ai réalisé donc une certification de production, j'ai réalisé de l'échantillonnage, est-ce que je suis toujours dans les limites de spécification client par exemple? Oui, et auquel cas je peux communiquer de manière documentaire sur ces éléments-là. Donc pour vous donner ces exemples directement dans l'outil, on va s'appuyer donc sur le module de gestion de production. Première étape, j'ai respecté ce séquentiel, à savoir comment est-ce qu'on peut mettre en place des points d'autocontrôle. Dans l'idée, c'est selon la structuration de vos sociétés, on n'a pas forcément toujours à disposition des qualiticiens, on n'a pas forcément à disposition peut-être même des prestataires externes qui vont venir certifier conforme la prod. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà de rentrer dans un processus qualité et de dire, je vais déjà déléguer cette partie-là au niveau de mes opérateurs de production, au niveau d'un chef d'atelier, au niveau d'un responsable de prod, mais qu'en tout cas, cette logique d'amélioration continue, elle rentre déjà par rapport à tout ce qui peut se déclarer dans l'atelier. Donc, pour ça, à travers les données techniques, on va faire appel à un premier niveau de données techniques, c'est-à-dire ce qu'on va appeler les marqueurs de production. Ce que vous avez ici, donc moi c'est un exemple plus ou moins fictif, on va dire, de société industrielle qui travaille plutôt dans la cosmétique, mais ce qu'on est en train de dire là peut s'appliquer à n'importe quel type de secteur d'activité derrière. Je vais venir ici définir l'ensemble des points d'autocontrôle, donc des marqueurs de production, que je peux rencontrer à travers mes étapes industrielles, à travers mes opérations de production. Lorsque je prends, mettons ici en détail, je vais dire, moi j'ai un premier point de contrôle qui est une durée qui va s'appliquer sur tel type d'opération, et je sais que cette durée, je suis entre guillemets dans les clous, à partir du moment où mon opération s'est étalée entre 12 heures et 24 heures de production. C'est-à-dire que si j'ai fait un mélange, imaginons, qui a duré plus de 24 heures, je ne peux pas autoriser la suite du processus de fabrication, parce que ça signifie potentiellement que j'ai dégradé la matière première que j'ai eu à mélanger. Ces marqueurs-là, donc, je ne les présente pas toutes de manière exhaustive. L'idée, c'est de savoir, quand je les ai définis, que je vais pouvoir m'en servir à travers donc, mes gammes opératoires. Donc les gammes opératoires, ça va être le détail des opérations de production qui constituent donc, mon process de fabrication, ma méthode. Et lorsque je renseigne que je vais créer une opération de prod, et en fait là je prends l'exemple sur mon mélange, je vais avoir donc ici le ou les marqueurs de production en conséquence que je peux rattacher à mon étape.
on peut très bien voir que dans mon double exemple, je peux très bien avoir des opérations sans marqueur de production, c'est-à-dire que là, je n'ai pas forcément de point de contrôle particulier à poser, je n'ai pas de vérification bloquante à poser au niveau d'une opération, et à contrario, sur mon opération ici de réaction, je vais devoir poser justement un marqueur de production qui me fait dire oui, attention, je dois être strict sur la durée de mise en place de ma réaction en cuve. Si je suis au-delà de 30 minutes, c'est bon, je peux autoriser la suite du processus de prod. Si je viens pointer mon opération trop tôt, cela signifie que ça peut être bloquant dans mes différentes étapes de pointage de production. Lorsque je définis cette première base-là, donc au niveau de mes gammes opératoires, ma gamme, elle va être associée à un article de production, c'est la méthode par laquelle je passe pour réaliser cet article-là. En fait, je vais me servir, donc à travers le menu suivi de fabrication, du module atelier pour réaliser par exemple un début de prod classique. Là, on va faire l'exemple justement sur une cuve. Au niveau de mon début de prod, de type mélange, je peux retrouver ici tout ce qui est annotation, notice, donc pour lancer mon étape de production. Et lorsque je vais vouloir en fait valider le marqueur de production, de manière standard, là l'exemple que je vous montre est tout à fait standard vis-à-vis de Sage, je vais avoir cette notion, donc vous voyez ici, de déblocage de marqueur de production, où je retrouve à travers ce menu l'ensemble des opérations qui sont soumises à marqueur de production, donc à autocontrôle. Là, je vais prendre l'exemple ici, comme on voyait à l'instant, donc sur la partie réaction. Vous voyez que par défaut, mon marqueur est en rouge, c'est-à-dire pour l'instant, je n'ai encore rien déclaré, donc il est considéré comme non valide. Et lorsque je vais avoir cette fenêtre-là, je vais pouvoir indiquer qu'effectivement, la durée de production, c'est bien établi vis-à-vis du chrono interne sur 40 minutes. Et à partir de là, je vais pouvoir donc valider cette partie de marquage de production et donc d'autocontrôle. Ça signifie que lorsque je vais rentrer derrière, donc dans mes ordres de fabrication, je vais pouvoir, vous voyez, j'ai passé en vert donc mon OF43 sur lequel j'ai commencé à déclarer ma prod et mon marqueur de production. Je vais pouvoir là aussi bénéficier en fait, des valeurs que j'ai pu apporter à mon ordre de fabrication et retrouver que vis-à-vis de toutes les étapes de prod que je pouvais avoir, au niveau de mon OP40, j'ai bien eu un marqueur qui est rempli, qui est en statut valide, avec la valeur donc, que j'ai renseignée, qui était de 40 minutes, qui est bien conforme du fait que j'attends une valeur entre 30 et 60 minutes. De la même façon, donc là on est passé également dans la partie documentaire sur le fait de restituer les valeurs que j'ai pu faire renseigner par mes opérateurs de prod ou mon chef d'atelier. On peut très bien aussi en amont, depuis la gamme opératoire, faire en sorte d'éditer ce que l'on va appeler une fiche de consigne, de façon à ce que mon opérateur de production puisse avoir un récapitulatif entre les différentes étapes de production qu'il doit respecter, mais également ce que l'on appelle ici les consignes, à savoir quelles sont les étapes spécifiques et potentiellement bloquantes qu'il doit respecter, de manière à pouvoir dérouler son séquentiel de prod et arriver en fin d'opération à une production qui soit terminée et valide. Donc ce premier point, vous voyez, il est en très forte corrélation avec l'atelier et ce que peuvent être amenés à déclarer vos opérateurs de production, puisque ces étapes-là sont là pour effectivement faire comme je l'ai dit, de l'autocontrôle, donc des validations, des checkpoints successifs, pour dire oui, j'ai bien fait mon mélange, j'ai bien fait ma réaction, j'ai bien fait mon extraction, et quelque part, j'atteste à travers les valeurs qu'on m'a données à remplir de ce qui a vraiment été fait et que de fait, cette opération est bien valide. Outre les temps que vous enregistrez peut-être déjà aujourd'hui, les temps de production et les quantités que vous réalisez en termes de production à chaque étape, oui, j'ai produit 10 unités, j'ai mis 2 heures pour le faire, mais voilà de fait la consigne que je devais respecter et pour laquelle j'atteste effectivement avoir respecté la consigne qu'on m'a procurée. Lorsque je vais aller dans la deuxième étape, donc le deuxième point cardinal, on parlait d'autocontrôle, on va maintenant parler de certification de la conformité.
Je vais m'appuyer ce coup-ci sur tout ce qui va être ce qu'on va appeler les gammes de contrôle qualité. Une gamme de contrôle qualité, donc quelque part je passe à l'étape d'après. Là je raisonnais vraiment opérateur de production. Là j'ai plutôt raisonné, alors potentiellement toujours un opérateur de production, puisque vous pouvez très bien dire, mais moi je délègue ces étapes-là toujours à mes opérateurs de prod, voire c'est plutôt un ingénieur qualité, un qualiticien, qui doit faire le déclaratif pour cette opération de contrôle spécifiquement, et c'est cette personne-là qui est quelque part garante de la conformité de ma production. Une gamme de contrôle qualité, ça va se représenter sous ce format-là, à savoir donc une codification et donc un à n points de contrôle. Et ça va être tout à fait personnalisable selon les cas de figure que vous rencontrez sur site, en disant, moi sur cet exemple-là, donc j'ai une gamme que j'ai appelée 24-18. Le procédé de contrôle de cette gamme 24-18, il tient en 5 points, c'est-à-dire est-ce que je respecte bien des valeurs, un intervalle de tolérance vis-à-vis de mon pH, de mes matières sèches. Est-ce que le coloris de ma production est conforme? Oui, non. Vous voyez, j'ai cette notion de oui, non, donc de OK, non OK. Est-ce que également en termes d'acide citrique relevé, échantillonné, je suis toujours bien dans un intervalle de tolérance? Idem pour un éventuel éthanol résiduel. Et si je prends en détail sur notre exemple du pH, vous voyez que je vais avoir des consignes en disant mon pH doit être entre 1,2 et 2,2. Et je vais venir définir ce qu'on appelle ici un intervalle de tolérance, c'est-à-dire que ma production, elle sera conforme à partir du moment où mon pH relevé est compris entre 1,2 et 2,2. Si je suis en dessous, au-dessus, ça signifie que la valeur relevée est non conforme et que de facto, mon certificat relèvera une non-conformité. Donc, pour ça, on va également donc s'appuyer. Ici, c'est la structuration de base, c'est le format de ma gamme de contrôle qui va être utilisé après au moment de ma production. Et vis-à-vis de ça, donc moi, dans mon exemple, c'est de dire lorsque je fais certains débuts, fin de production, je vais avoir des débuts de production en lien avec une opération de contrôle. Donc moi, je peux faire ce déclaratif-là dans mon exemple à travers donc un poste de contrôle qui est dédié à ce type de vérification dans l'atelier. Je vais m'identifier pour qu'on puisse derrière horodater, mais également identifier la personne qui a pu réaliser ce point de contrôle-là. Je vais avoir là également des consignes que je peux affecter à mon opération. Et lorsque je dis je démarre mon contrôle, je termine mon contrôle, je vais pouvoir libérer une éventuelle production à partir donc de la gamme de contrôle que j'ai pu rattacher à mon article. Et derrière, mon jeu de questionnement va apparaître de cette façon-là, en fonction de la typologie de données, de dire est-ce que mon coloris est bien attendu entre, selon ce que j'ai noté en consigne, le blanc et le jaune pâle, oui ou non. Est-ce que je valide ma saisie? On peut valider. Et à partir de ces actions-là, donc là, moi j'ai un exemple très simple sur un point de contrôle vis-à-vis de cet article Cosmeto Bio-Algae que j'ai créé sur mon jeu d'essai. En fonction donc des différents points de contrôle, je vais attendre différentes réponses attendues. Comme on l'a vu, est-ce que je suis plutôt sur des valeurs numériques parce que j'attends des intervalles de tolérance? Est-ce que je suis plutôt sur du OK, non OK, puisqu'en fait c'est du oui-non très discriminant? Et au fur et à mesure que je remplis ces éléments-là, je vais créer dans la base ce qu'on appelle un relevé qualité. Et ce relevé qualité, là je vais prendre le tout dernier, il vient reprendre, en fait, il vient stocker, comme on le disait, quelle est la personne qui est intervenue pour conformer ou en tout cas infirmer la validité de ma production.
et également l'horodaté pour indiquer que ce contrôle-là a eu lieu dans notre exemple le 20 avril à 14h32. Donc là, on l'a sur des jeux d'essai très simples. On peut l'avoir également, vous le voyez, sur plusieurs points de contrôle. Là, on reprend celui qu'on avait précédemment, à savoir quelle était ma valeur de pH, de matière sèche, couleur, acide citrique, éthanol résiduel. Et à partir de là, on va pouvoir éditer donc ce que je vous montrerai sur le 4e point, tout ce qui sera bulletin d'analyse, voire carte de contrôle quand je peux faire de l'échantillonnage. De la même façon, à travers l'atelier, on peut également réaliser, donc là moi j'ai certifié conforme ma production en fin de prod, on peut également mettre en place des scénarios type échantillonnage, là notamment quand vous faites de la moyenne ou de la grande série, on ne peut pas vérifier, moi dans mon jeu d'essai, flacon après flacon, donc on va plutôt échantillonner. Et pour cet échantillonnage-là, sur cet exemple, on peut très bien donc donner le fait de dire que je viens réaliser donc un échantillonnage sur cet OF-là, j'ai prélevé, mettons, 10 flacons dans mon exemple, et à partir de là, pour ces flacons-là, donner ici des valeurs de pH, puisque ce que je peux faire dans ce jeu d'essai à travers l'échantillonnage, c'est du relevé de pH, parce que ça peut être un point critique pour ma production, et pour chacune des valeurs attendues, donc sur les 10 valeurs attendues, donner point après point, donc échantillon par échantillon, la valeur du point de contrôle que je vérifie derrière. Point d'importance, pourquoi j'arrive au point de mon échantillon de 10, c'est que vous voyez qu'on peut également gérer tout ce qui peut être de la dérogation sur non-conformité. J'ai pris volontairement dans cet exemple-là, vous voyez, je suis effectivement sur mon 5e flacon échantillonné, sur un pH qui est légèrement trop faible, donc trop acide vis-à-vis de l'attendu. On peut très bien dire, à travers cet exemple, que certes, je suis en dessous de ma limite de spécification, mais potentiellement étant assez proche, je peux, via un test labo ou autre, donner une dérogation. Et de la même façon, lorsque vous allez pouvoir mettre en place ce type d'échantillon-là, on vient retrouver quelque part les valeurs que l'on a pu relever. Et ça vous permet comme ça de garder une trace de ce qui a été fait échantillonner à l'instant T et potentiellement de remettre là aussi, par aspect documentaire, les différentes valeurs. Typiquement, vous avez un OF à la commande, c'est-à-dire c'est pour un client donné. Vous pouvez très bien lui dire, en disant sur cet OF numéro 45, monsieur le client, j'ai fait mon échantillonnage, voilà les valeurs d'échantillonnage, est-ce que vous acceptez la marchandise, oui ou non? Dans la dernière étape, enfin avant-dernière étape, pardon plutôt, c'est de dire dans mon exemple, j'ai justement une non-conformité. Alors ici j'ai mis une dérogation, donc on peut partir du principe que cette production-là sera malgré tout conforme, mais on peut lever, le cas échéant, ce qu'on appelle une non-conformité. Et auquel cas, on va se retrouver à travers ce qu'on appelle donc les dossiers de non-conformité, pour qu'on puisse mettre en place notamment des plans d'action visant à, on va dire, corriger au moins à court terme la non-conformité pour éventuellement revenir en conformité, voire mettre en place un plan d'action pour soit rebuter la marchandise, soit la reprendre ou autre. Là, je vous donne cet exemple à travers, vous voyez, une non-conformité qui a été levée directement depuis un OF. Donc, je vous mets en quelques données types la façon dont vous pouvez étayer votre non-conformité. Sachant qu'à travers cet exemple-là, il y a tellement de cas de figure différents d'une société à une autre que l'on n'a pas l'obligation de tout renseigner à chaque fois. Là, il faudra qu'on trouve ensemble le bon compromis pour savoir ce qui est important pour vous en termes d'information
à renseigner et ce qui peut être mis de côté. Il faut savoir qu'à travers ces dossiers de non-conformité, on va respecter ce qu'on appelle les méthodes de résolution de problèmes, au sens amélioration continue. Et à travers donc le découpage de ces dossiers de non-conformité qui peuvent faire l'objet de plans d'action et d'actions qualité, on respecte notamment, si vous êtes concerné, l'ISO 13485, donc qui est la mise en place d'un système de management de la qualité, notamment pour tout ce qui va être société, on va dire liée au secteur d'activité du médical, puisque ça permet comme ça de tracer notamment quelle a été la non-conformité, de tracer quelles ont été les causes racines d'origine, de tracer le plan d'action qu'on met en place et de tracer également ce qu'on va appeler la revue d'efficacité de ce plan d'action. Donc là, le tout n'étant de ne pas vous noyer dans tous ces détails-là, vous voyez qu'ici, je vais avoir en fait donc cette logique de méthode de résolution de problème, à savoir comment est-ce que j'identifie, je définis ma problématique. Donc là, moi, je vois dans mon exemple que c'était en lien avec un OF et une opération bien particulière de mon ordre de fabrication. Je peux venir identifier quelle a été la matière non conforme qui fait que je suis rentré effectivement dans ce détail de non-conformité. Quel a été le défaut, l'anomalie constatée. Vous pouvez venir ajouter, amender à votre dossier donc tout ce qui peut être photographie. Donc là notamment quand vous avez, par exemple selon les secteurs d'activité, vous faites de l'assemblage ou autre, vous avez des traces de rayures sur une pièce vis-à-vis d'un retour client par exemple. Donc là vous pouvez très bien venir amender par un jeu de photos pour garder une trace justement de quelle a été la non-conformité à l'instant T. D'un point de vue définition du problème, vous voyez qu'on va avoir, on s'appuie sur plusieurs méthodes, notamment du lean management, pour venir caractériser le dossier. Et là, alors si vous êtes familier avec le QQO, QCCP, donc savoir le quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi, donc être capable comme ça de borner le périmètre de définition de votre non-conformité, de tout de suite mettre en place des actions soit correctives, soit de dérogation. Ça notamment si vous faites ce qu'on appelle du Quick Response Quality Control, QRQC, de dire voilà, j'ai constaté une non-conformité en cours d'OF, et tout de suite, pour éviter, pour enrayer l'hémorragie, j'ai tout de suite mis en place une action corrective. Alors, ça peut être de la mise au rebut, puis un lancement d'un nouvel OF dans mon exemple. Ça peut être tout autre type d'action, de correction, de dérogation, selon justement la source, la cause racine de votre non-conformité. Puisqu'à travers tout ce que je vous présente ici, tout est absolument paramétrable, personnalisable. Dans la suite de votre déroulé d'amélioration continue, vous voyez qu'on peut mettre en place ce qu'on va appeler des enquêtes, des investigations. Donc ce sont des formulaires préétablis, pré-renseignés, à travers lesquels vous pouvez donner des réponses. Et donc là aussi, ces questionnaires-là, ils peuvent être tout à fait personnalisables. Vous pouvez en créer plusieurs en disant j'en arrive à une non-conformité. Je dois, moi qualiticien par exemple, ou responsable d'atelier, mettre en place un questionnaire avec N points de vérification complémentaires que je dois faire et venir stocker le résultat de mon investigation ici. On va enfin analyser les causes, et là on s'appuie notamment sur la méthode 5M, donc vous voyez avec les matières, méthodes, manœuvres, moyens, milieu. À travers les 5M, là, ce que vous voyez dans mon exemple, les défauts matières, quantité, documentaire, tout ça est encore et à nouveau personnalisable. Donc le tout est de dire j'en suis en cours d'investigation et je dois venir identifier ce qu'on va appeler la cause racine de ma défection, donc de ma non-conformité. On va, et là notamment on commence à s'approcher de ce qu'on appelle l'AMDEC, donc l'analyse des mesures et défaillances, pouvoir mettre en place une criticité par rapport à cette non-conformité, qui est de dire, selon la logique de ratio gravité, fréquence, détectabilité, quel est le niveau de criticité de ma non-conformité, notamment est-ce que c'est reproductible, est-ce que je peux facilement détecter à nouveau si jamais ça se renouvelle ce type de non-conformité, est-ce que ça peut arriver fréquemment, est-ce que c'est grave vis-à-vis du client final, voire des équipes en interne. Et donc là, vous pouvez de cette façon-là pondérer la non-conformité. Et puis enfin, on va pouvoir également donc ajouter un plan d'action pour venir corriger cette non-conformité.
Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas d'obligation technique de tout de suite mettre en place un plan d'action. Vous pouvez me dire, mais moi déjà, ce premier niveau, dossier de non-conformité, me suffit largement à venir identifier le problème, à venir indiquer quelles sont les actions correctives simples que j'ai pu mettre en place, et je m'arrête là. Je ne vais pas plus loin. Mais s'il y a besoin de mettre en place notamment de l'amélioration continue, voire de prouver, de venir étayer à votre client ou à votre auditeur ce qui a été mis en place, vous pouvez rattacher ce qu'on va appeler un plan d'action. Et ce plan d'action, en fait, ça va être une simple constitution, donc entre un titre que vous allez lui donner, l'origine de la mise en place du plan d'action, qui est responsable, et en fait un plan d'action derrière, ce sera une liste de 1 à n actions séquentielles que vous mettez de manière à standardiser, remettre en standard, en tout cas en conformité votre processus, pour éviter que cette non-conformité se reproduise dans le futur. Et si on prend un exemple d'action, là encore, on va rentrer à nouveau dans le détail. Donc une action, c'est là où on rentre notamment dans la notion que je vous évoquais de revue d'efficacité, qui est parfois rendue plus ou moins obligatoire par vos auditeurs, notamment si vous êtes en lien avec l'ISO 13485. Donc c'est de dire effectivement, donc j'ai mis en place une action corrective, ça a corrigé le problème à l'instant T, mais je mets en place également dans le temps des actions complémentaires qui visent à m'assurer que maintenant les actions correctives que j'ai mis en place précédemment me permettent de toujours rester en standardisation, de rester toujours en conformité, notamment donc à travers ces revues d'efficacité que vous voyez à l'écran. Donc à travers ce jeu d'imbrication, de dossiers de non-conformité, éventuellement de plan d'action et puis donc de détails d'actions que je vais venir y ajouter, je vais pouvoir venir maintenant, 4e point cardinal, mettre en place de la communication de ces documents-là envers des tierces parties. Alors bien sûr que ça a vocation potentiellement à rester en interne, s'il n'y a pas d'exigence externe client ou auditeur, mais je peux également m'appuyer sur ces informations-là, typiquement pour communiquer une fiche de dossier de non-conformité qui sera récapitulative de l'ensemble des actions d'identification et d'analyse que j'ai pu faire. Donc là, je vous montre l'exemple qui est 100% standard vis-à-vis du module de gestion de production. On retrouve rapidement, vous voyez, l'OF qui était non conforme, la matière, les actions correctives, l'investigation que j'ai pu faire avec les différentes valeurs de réponse que j'ai pu donner, l'analyse des causes racines effectivement que j'ai pu détecter à travers mon investigation, et puis un détail du plan d'action que j'ai pu mettre en place de manière à m'assurer que par la suite cette non-conformité ne se reproduise plus. Comme on le voyait tout à l'heure dans les relevés qualité, je vais également pouvoir communiquer pour mon client final en fait plusieurs éléments, notamment moi ce que j'appelle ici le bulletin d'analyse. Vous pouvez appeler ça certificat de conformité, vous pouvez appeler ça CCPU, le terme change, mais en gros la structure du document sera la même. Et là de cette façon-là, on retrouve, vous voyez ce qu'on a pu saisir précédemment, à savoir, ici c'est pour mon échantillonnage, les différentes valeurs de pH que j'ai pu remplir, la valeur qui était effectivement stricto sensu non conforme, mais par contre pour laquelle j'ai pu mettre une dérogation. Donc c'est pour ça que mon bulletin d'analyse, il est conforme par dérogation, et je retrouve en bas de page, vous voyez, le motif de dérogation que j'ai pu donner. De la même façon, je vais pouvoir mettre en place également ce qu'on appelle des cartes de contrôle, c'est-à-dire quand je fais ce type d'échantillonnage, justement, je vais avoir en fait un récapitulatif là aussi sur un autre échantillonnage que j'avais pu faire précédemment, les différentes valeurs relevées, mais ce qu'on va appeler donc les valeurs sous forme de carte de contrôle avec les limites de spécification supérieures, inférieures, la courbe de valeurs relevées, et ce qu'on va appeler, si vous êtes familier également avec le Six Sigma, la capacité de mon processus, donc en CP/CPK, donc sur du moyen ou long terme, et puis également avec des notions donc de centrage ou de décentrage. Donc je retrouve de cette façon-là en fait les différentes valeurs, et là ça me permet d'être à minima communiqué en interne, voire éventuellement aussi d'être communiqué vis-à-vis de mon client final pour lui prouver par A plus B que j'ai bien toujours été à travers cet échantillonnage dans ses limites de spécification.
Merci beaucoup en tout cas, passez une agréable journée et puis à très vite.